organisé par Technocité et ses partenaires, donc le CLIC et le Muséum Lab. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous donner 2-3 infos pratiques. Donc, quand vous regardez la vidéo, à votre droite, vous avez un petit chat. Et donc, dans ce chat, vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir intervenir, mettre des réflexions. Et nous avons un modérateur de notre équipe technique de choc qui va choisir des questions et à la fin du webinaire, il viendra nous poser quelques questions pertinentes pour qu'on puisse vous y répondre attentivement. Et donc voilà, donc merci vraiment à tous d'avoir répondu à notre invitation. On va pouvoir rentrer donc dans le vif du sujet. Vous avez donc, je vous rappelle un peu le titre, hein, donc et si demain on remettait les valeurs au centre de nos projets. Donc c'est une thématique qui apparemment a plu, donc vous êtes nombreux à vouloir la suivre. On va commencer donc par retracer un peu ce qu'il s'est passé. Donc on a traversé et on traverse toujours une crise sanitaire importante. On a été confinés, pour certains on a assez longtemps, donc 2, 3, 4 mois. On a donc travaillé à distance. Pour certains, ça s'est arrêté aussi. Le travail a été interrompu. Et on voulait voir si tout ça, donc cette crise sanitaire, ce confinement, ça n'avait pas influencé nos vies et surtout le sens que l'on voulait donner donc à nos vies. Et donc, en effet, au mois de mars, oui, on a vraiment appuyé sur ce bouton stop. Tout s'est arrêté et on a dû rester chez nous. Et cette situation compliquée pour certains, moins pour d'autres, mais en tout cas inédite, donc ça a été générateur de remise en question, de projets, d'idées dans bien des domaines. Et donc il y a eu les domaines de la vie privée, les domaines de l'entreprise, donc la vie économique, il y a eu des transformations au sein de la société et aussi dans le domaine de la vie citoyenne. Donc qu'on soit entrepreneur, qu'on soit citoyen ou qu'on soit individu, on a cherché des moyens de se protéger, on a cherché des moyens de survivre et nous avons dû donc, et on doit toujours le faire actuellement, nous adapter et nous réinventer autour donc d'enjeux qui nous touchent principalement, et on a mis au centre de nos remises en question, de nos réflexions, des valeurs importantes. Donc on a vu des valeurs comme l'écologie, des valeurs comme l'environnement, la solidarité, la sécurité, la bienveillance qui se sont fort marquées durant cette période. Donc, on a, je vais vous montrer ici, j'ai fait un peu le relevé de coupures de presse où on voit des projets donc citoyens qui ont été développés autour de la solidarité. On a vu des plateformes de voisinage qui se sont mises en place pour faire les courses pour des voisins qui étaient plus fragilisés. On a vu des personnes, des citoyens mettre en place donc des ateliers de confection de masques. Donc les citoyens avaient ce besoin de répondre à des besoins insatisfaits et de marquer, d'avoir un impact finalement sur la société. En ce qui concerne les entreprises, on a eu aussi une remise en question au sein de ces entreprises parce qu'elles ont dû se réorganiser. Elles ont dû changer leur mode de fonctionnement. Donc on a vu tout d'un coup tout s'arrêter et les entreprises ont dû renvoyer leurs travailleurs pour qu'ils travaillent de chez eux. Et donc certains ont dû carrément stopper leurs activités. Et là aussi,
on a vu par exemple le télétravail se développer, donc ça s'est organisé autour finalement d'une valeur qui était la confiance. On a vu que ça fonctionnait finalement. On a vu aussi des entreprises qui ont mis leur production au service donc de la communauté, au service de la santé aussi. On a vu des restaurateurs par exemple qui ont continué à travailler, à cuisiner pour des services entiers de soins de santé. On a vu des entreprises qui ont produit des respirateurs alors que c'était pas du tout leur activité au départ. On a aussi des brasseries qui ont donné de l'alcool pour que d'autres entreprises puissent réaliser du gel hydroalcoolique. Et donc il y a vraiment eu aussi une solidarité qui s'est créée et des modes de fonctionnement qui ont changé. Au niveau personnel, donc pour l'individu, certains ont revu et repensé leurs choix et leur mode de vie. Ils ont aussi repensé et ils ont eu le temps de réfléchir sur le modèle de société finalement dans lequel chacun évolue, et ils ont mis cette période difficile à profit pour réfléchir au sens qu'ils souhaitent donner à leur vie. Alors pour nous aider finalement à analyser cette situation et à avoir un regard sur tout ce qui s'est passé durant cette période et qui se passe encore finalement, parce que cette période n'est pas terminée, on a invité pour ce webinaire 4 personnes très inspirantes qui vont nous aider à répondre à certaines questions. Et donc la première personne qui va intervenir aujourd'hui, c'est Barbara van der Massen. Donc Barbara est passionnée par ce domaine des valeurs, elle est passionnée par ce secteur, et elle va surtout intervenir pour ce qui concerne l'individu et sa remise en question personnelle. Ensuite, on aura Marie Godard qui est accompagnatrice en projet culturel, créatif, associatif, solidaire. Elle est aussi animatrice, accompagnatrice dans la définition d'objets, de projets collaboratifs. Donc elle nous aide, elle aide des entreprises à utiliser des outils plus collaboratifs. Elle aide au développement de la créativité. C'est aussi une permacultrice. Et donc Marie, elle va apporter un regard plus sur les projets citoyens qui se sont développés. Donc il y a certains citoyens qui sont devenus acteurs sociaux. Finalement, pour répondre donc à ces besoins satisfaits durant cette période. Et ensuite, on aura Guillaume Roux de Bézieux qui va, donc lui, il est vice-président du CJD international. Donc le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Et il est aussi entrepreneur. Lui va apporter un regard sur le monde de l'entreprise, le monde économique, et va nous aider à voir un peu tout ce qui s'est développé et tout ce qui s'est mis en place dans ce secteur. Et nous terminerons le webinaire par une conclusion qui n'en sera pas une. On en a discuté ensemble avec Paul Herman, et donc effectivement on ne va pas conclure, on va plutôt envisager des perspectives pour demain et voir comment justement toutes ces valeurs qui ont été développées et qui sont toujours développées, cette réinvention peut se maintenir, et voir un peu donc les perspectives pour demain par rapport à toute cette thématique. Voilà, alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, et donc je vais poser ma première question à Barbara. Barbara, donc dans le domaine qui te concerne aujourd'hui, donc sur les remises en question finalement individuelles, quel regard est-ce que vous avez sur la situation exceptionnelle qu'on traverse actuellement? Que s'est-il passé finalement, et quelles initiatives ont vu le jour, et pourquoi est-ce qu'elles émergent? Voilà, Barbara, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui.
Donc, je vais rebondir par rapport à l'introduction qu'on vient d'entendre. Il y a peut-être une chose à titre personnel qu'il faut commencer par rappeler par rapport à cette situation, c'est que tout le monde l'a vécu de manière extrêmement différente. Et donc, selon le travail que chacun fait, selon la situation familiale, selon évidemment l'état de santé de tout le monde, cette période assez exceptionnelle a été vécue par chacun très différemment. Et je pense que si on partageait tous notre expérience, on aurait tous une expérience assez différente. Mais le message que moi je voulais partager avant de commencer, c'est que en fait, une transformation qui aurait dû prendre de nombreuses années, et ça fait des années qu'on préparait certains changements, notamment on parlait du télétravail, de la confiance, de l'utilisation des nouvelles technologies. Ben, tout ça, ça s'est passé en quelques semaines et c'est une transformation qui n'aurait pas été possible aussi vite dans un autre contexte. Et donc, vous voyez mes slides en fait. Je vais juste être sûre que ça marche. Oui, je pense que ça marche. Et donc, l'impact, en fait, à titre personnel que cette situation a eu, c'est qu'en fait, on s'est arrêté. On a pu faire pause et on a pu avoir une certaine prise de distance parce que parfois, dans nos vies, on est tellement embarqué dans le quotidien qu'on ne prend pas le temps juste de s'arrêter et de réfléchir et de se poser et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire de mes journées? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le sens de mes projets? C'est des choses, c'est des petites voix intérieures qu'on entend de temps en temps, mais qu'on ne prend pas le temps d'écouter. Et là, le fait que cette période nous a fait nous mettre sur pause, nous a fait un retour à l'essentiel et se poser la question, mais en fait, pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important? Et donc, pour illustrer ce propos, pour dire que ce que je suis en train de vous dire n'est pas révolutionnaire, Sénèque disait déjà il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et donc vraiment de se poser dans la vie et de se dire mais c'est quoi le sens de ma vie? Où est-ce que je veux aller? C'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc pour enrichir les débats de ce matin, ce qu'on avait envie de vous proposer, c'est de vous dire, puisqu'on parle des valeurs, de se poser comme question mais c'est quoi la valeur qui est vraiment importante pour vous? De se dire vraiment qu'est-ce qui est important pour moi. Et là, vous avez à l'écran toute une série de valeurs qui sont des valeurs qui peuvent être importantes à titre personnel. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est d'utiliser le chat pour mettre, tiens, la valeur, quand vous lisez ces valeurs, la valeur qui vous parle, la valeur où vous dites ça c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Je vous propose de vraiment vous poser la question parce qu'après, je vais vous donner les résultats d'une enquête qui a été faite et de comment est-ce que les valeurs personnelles ont évolué pendant la crise. Mais avant de vous montrer le résultat, on avait envie de vous demander justement de faire une pause, de vous arrêter. Et quand vous voyez toute une liste de valeurs comme ça, vous dites, mais moi, à titre personnel, c'est laquelle qui me parle vraiment? C'est laquelle qui est vraiment importante? Parce que toutes celles qui sont à l'écran sont des valeurs importantes. Oui, voilà. Donc, mais je pense que Barbara a encore une dia à présenter. Là, laissez juste un petit peu de temps aux gens pour mettre dans le chat quelques valeurs. Donc, Barbara, je t'invite à poursuivre. Ouais. Ouais, donc voilà. Donc, en fait, il y a une enquête qui a été faite par le Barrett Value Centre, qui est un centre international qui mesure les valeurs tant au niveau individuel qu'au niveau des organisations. Et donc, vous voyez apparaître à l'écran les valeurs qui, à titre personnel, depuis des années, c'était les valeurs qui étaient les plus importantes. Donc, il y avait l'honnêteté, l'assumer ses responsabilités, l'engagement, l'attitude positive, la famille, le respect, l'humour, l'apprentissage continu, la confiance et l'intégrité. Et ça fait des années que c'est les mêmes valeurs qui reviennent. Et puis, ils ont fait l'enquête, ils ont posé la question aux gens, c'était au mois d'avril. Maintenant, c'est quoi les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous? Et vous voyez, les valeurs qui ne sont pas en gras sont les valeurs qui sont apparues et qui n'étaient pas là avant. Et donc, faire la différence, avoir un impact, c'est quelque chose qui est apparu. Tout ce qui est adaptabilité, c'est quelque chose qui est apparu. Le bien-être, évidemment, on était en plein milieu d'une crise sanitaire, on avait cette gestion d'équilibre vie privée professionnelle, c'est devenu comme quelque chose qui était
encore plus important qu'avant. Et le caring, l'attention, la bienveillance et le fait de prendre soin, de soi et des autres, ça, c'est les valeurs qui sont apparues. Donc, c'est une enquête qu'on a fait au niveau mondial, au niveau de 3500 personnes. Et donc, ça peut déjà dire aussi, à titre personnel, qu'est-ce qui a bougé au niveau des personnes et qu'est-ce qui est important pour elles. Ok. J'avais juste encore un élément à partager, de se dire, parce qu'on va parler beaucoup des valeurs ce matin. Et donc, c'est juste de dire, c'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est votre élément sous-jacent. C'est ce qui vous donne de l'énergie, qui explique pourquoi vous faites quelque chose. C'est votre boussole dans votre quotidien. Mais en fait, elles se traduisent dans vos comportements et dans ce que vous faites au quotidien. Et donc, il faut vraiment s'assurer que tout ce que vous faites au quotidien soit aligné avec les valeurs et ce qui est réellement important pour vous. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager. Florence, je te prends la main. Merci beaucoup Barbara. Et pour aider un peu Barbara, en fait on a préparé un petit sondage. Donc vous allez pouvoir dans le chat avoir accès à ce sondage et cocher finalement la valeur qui est centrale actuellement pour vous. Donc on a vu qu'il y avait des valeurs principales suite à cette situation vécue. Est-ce que vous vous situez dans cette étude finalement, et donc de pouvoir cocher sur ce sondage. Allez-y, je pense que c'est dans le chat, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, on va poursuivre et demander maintenant à Marie, donc Marie Godard, qui va avoir ce regard plus sur les projets citoyens et les activités qui ont été mises en place donc par les citoyens. Donc Marie, je vais vous poser la même question. Donc, quel est votre regard sur cette situation exceptionnelle et donc dans le domaine qui vous concerne, que s'est-il passé, quelles initiatives ont vu le jour et pourquoi est-ce qu'elles émergent finalement? Oui, merci. Bonjour à tous et toutes. Voilà, alors quel regard finalement je porte sur cette situation exceptionnelle. Bon, un peu comme l'a dit Barbara, on passe un petit peu par toutes les couleurs pendant cette période, pas comme les autres. On a les chiffres, on a les infos, on a des personnes qui souffrent peut-être autour de nous ou d'autres qui sont complètement débordées et qui s'épuisent. Donc cette crise laissera indéniablement une marque, en tout cas dans la vie de chacun et de chacune, et ça nous montre à quel point ce petit virus finalement nous force à l'humilité, nous rappelle notre finitude et la fragilité de nos systèmes qui nous sautent un petit peu à la figure. Donc personnellement, j'ai eu la chance de vivre, la chance et le privilège, j'insiste vraiment là-dessus, de vivre ce lockdown comme un moment exceptionnel de ralentissement, ce qui n'est pas le cas du tout pour tout le monde. Un ralentissement qui m'a permis une observation et aussi une réinvention. Donc en tentant de laisser de côté l'anxiété en fait que cette situation pouvait provoquer, et aussi avec beaucoup d'empathie, j'assume en fait depuis le début de ce confinement, de cette crise, une légère excitation. Parce que je me suis dit, enfin il se passe quelque chose. Enfin il se passe quelque chose qui ouvre les champs. On a mis le monde entier sur pause dans sa course folle, et on a un moment qui peut paraître, en tout cas, une ouverture vers plus de possibles, vers tous les possibles. C'est l'occasion de tester à grande échelle la résistance de nos systèmes, la résilience et la résistance de nos systèmes, et c'est une situation globale et radicale où le déni est plus vraiment possible. Donc aujourd'hui, en passant par toutes les couleurs et en observant ce qui s'est passé autour de moi, souvent de derrière mon petit écran, je vois toujours cette situation un peu comme une zone d'expérimentation, un accélérateur de transition. C'est un peu ce que Barbara a dit aussi, un accélérateur de transition et de métamorphose. Les choses vont plus vite, on peut plus tester, on peut plus prendre conscience, on peut plus se rendre compte. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé? Quelles initiatives ont vu le jour et pourquoi émergent-elles?
Évidemment, comme je l'ai dit, je parle d'où je parle, on connaît nos bulles et on n'a pas toujours accès, surtout quand on est confiné chez soi, à la diversité, à la complexité du monde dans lequel on se trouve. Et donc il y a des initiatives certainement que je n'ai pas vues ou que je n'ai pas approchées. Mais ce que j'ai le sentiment, c'est que cette situation exceptionnelle a vraiment jeté une lumière crue en fait sur nos systèmes, sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Et que cette crise a eu vraiment le pouvoir d'exacerber ce qui existe, de révéler ce qui est latent. Les fragilités deviennent des problèmes, et que ce soit au niveau intime ou au niveau public. Donc qu'est-ce qui a émergé ? Il y a beaucoup de choses qui ont émergé. Par rapport à l'inconnu, par rapport à cette perte de repères, à la mise en lumière en fait, de ces problèmes ou de ces tensions latentes, les émotions étaient très vives. Les réactions sont diverses en fonction des réalités qu'on vit, aussi de manière collective, aussi dans les mouvements, et des valeurs qui nous animent. Et ça dépend aussi si on est déjà dans l'action ou pas, ou si on veut se mobiliser pour l'action. Donc on retrouve dans les collectifs finalement ce qu'on peut retrouver chez les individus par rapport face à cet inconnu, face à cette peur. On peut retrouver des réactions de stupeur. À un moment donné, il se passe quelque chose d'imprévu, on s'arrête, tout est à l'arrêt, on est bloqué, on ne sait plus très bien comment réagir, comment réfléchir. On retrouve des réactions de fuite, qui sont ici plutôt fuir quand on doit rester chez soi, c'est peut-être aussi des réactions de repli sur soi, ou alors de l'hyperactivité un petit peu sans but, quoi. On dit tout et n'importe quoi, on court un petit peu comme des poules sans tête. Et puis il y a la troisième réaction qui serait une réaction... Bon, dans les réactions logiques, c'est des réactions d'attaque, mais je préfère dire des réactions d'action, donc vraiment de passage à l'action par rapport à ces situations inédites. Et donc, dans ces réactions, dans ces actions, il y a aussi une notion parfois de refus. On refuse la situation, on cherche des responsables. Voilà, on s'évertue, on passe à l'action, mais dans un aspect plutôt négatif. Et puis, celles qui passent à l'acceptation et au passage à l'action peuvent prendre aussi différentes formes. Il y a celles qui étaient déjà dans l'action, les mouvements citoyens, les initiatives, les activités, les associations qui étaient déjà dans l'action, déjà dans l'activisme ou déjà dans la mobilisation avant, ont trouvé bien souvent le moyen de poursuivre leur action par des adaptations, par des réinventions, par de la créativité souvent. Parfois poursuivre l'action et parfois s'y engouffrer très fort aussi, quitte en se disant voilà, maintenant tout est possible, on a un champ de possibilités, on a un champ d'action, donc on y va à fond. Et parfois on s'épuise aussi un petit peu là-dedans. Donc ce qui existait déjà a certainement pris de l'ampleur, a trouvé un créneau, a trouvé une parenthèse propice à s'exprimer. Et puis donc il y a ce sentiment d'urgence qui a libéré aussi, comme je le disais, la créativité et la réinvention. Donc certaines certaines initiatives ont profité aussi pour se poser et pour se réinventer, pour se réadapter, pour se disséquer de l'intérieur, voir un petit peu comment elles fonctionnaient, voir comment elles pouvaient retrouver une capacité d'action par rapport à cette situation exceptionnelle. Et puis d'autres se sont vraiment mobilisées, d'autres initiatives citoyennes se sont vraiment mobilisées au départ de rien. Si elles n'existaient pas avant, il y a vraiment des nouvelles initiatives qui sont nées. Enfin, dans cette réaction face à l'inconnu et face à la peur, il y a une autre voix aussi qui a émergé. Notamment, c'est une voix qui est portée par un mouvement dans lequel je suis active qui s'appelle Time to Breathe, qui est vraiment cette idée de ne pas réagir tout de suite, mais prendre le temps de respirer, d'infuser, de ressentir avant d'élaborer une réflexion et de passer à l'action. Et donc ça, c'est aussi un autre type de réaction qui invite à temporiser en fait ces réactions immédiates. Alors dans celles qui sont nées ou dans celles qui se sont engouffrées ou qui ont continué leur action, qui se sont mobilisées, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on se mobilise ? Pourquoi tout d'un coup les gens se disent ok, maintenant il faut que j'y aille, il faut que ça peut plus rester comme ça, il faut que je passe à l'action.
Bien souvent, c'est parce que les gens sont touchés par quelque chose et ça provoque des émotions qui sont en lien avec des besoins, qui sont en lien avec des valeurs. Donc c'est là qu'on retrouve les valeurs en fait dans l'action citoyenne, dans la mobilisation citoyenne. C'est des valeurs personnelles qui à un moment donné cherchent à rentrer en résonance, à rentrer en action, à se confronter à des valeurs collectives. Donc c'est ça qui mobilise selon moi le passage à l'action, la volonté de créer du sens commun et d'entrer en résonance avec le collectif. Dans cette période particulière, qu'est-ce qui nous a mobilisés? Il y a plusieurs possibilités. J'entends un écho. Ouais. Il y a plusieurs choses qu'on peut relever, mais évidemment la solidarité, c'est la première chose qui vient. Bon, on est des animaux sociaux. Dans un bouquin qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, que je vous montre ici à l'écran, voilà, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Ces deux chercheurs en fait démontrent déjà que dans des situations d'urgence, dans des situations de crise ou de pénurie, les humains ont tendance la tendance à l'individualisme s'estompe et les humains ont vraiment tendance à s'entraider. La solidarité naît. Donc c'est une réaction qui est somme toute assez classique. Cette solidarité, elle s'exprime parfois par un soutien, juste un soutien moral, une bienveillance, une reconnaissance. C'est des valeurs qui soutiennent en fait ce soutien moral. Donc on pense par exemple aux initiatives individuelles. Ça peut être des applaudissements à 20h, ça peut être des bannières ou des affiches sur les vitres. Ça peut être parfois des prises de position médiatiques aussi, des cartes blanches. Le nombre de cartes blanches qu'on a vues en soutien au personnel médical ou en soutien au personnel qui a vraiment soutenu en fait les fonctions nécessaires de la société aujourd'hui. Et aussi on a des initiatives de soutien moral personnel. Je pense notamment à cette belle initiative d'une artiste qui est une de mes voisines, qui s'appelle Joanne Lovera et qui a distribué des petits cartons Hope comme celui-ci. Donc qu'elle a réalisé elle-même en soutien, juste par bienveillance, pour donner un espoir, pour donner un message positif et entraînant. Donc je ne sais plus combien de milliers elle en a fait, mais ça a été distribué dans les hôpitaux, ça a été distribué un petit peu auprès de toutes les personnes qui étaient actives durant ce confinement. Ensuite, il y a ce soutien moral et puis il y a les aides directes qu'on a vu directement émerger. Donc, on en a parlé, Florence en a parlé, la fabrication de matériel, les couturières qui se sont activées un petit peu partout pour fabriquer des masques, les Fab Labs qui ont créé des visières ou des systèmes de respiration, des adaptations pour les systèmes de respiration. On a vu nombre de tutoriels fleurir de tout le milieu associatif et privé également. Des distributions de repas et de vivres, par exemple l'initiative Feed the Culture à Bruxelles, qui est une épicerie solidaire à destination des travailleurs du secteur culturel qui se sont retrouvés assez malmenés pendant cette période de confinement. Beaucoup de tiers-lieux en France notamment aussi se sont vraiment mis en action directement pour venir en soutien de ces différents besoins. Et le soutien à l'agriculture aussi, par exemple la solidarité paysanne qui invitait à venir aider dans les champs. Donc il y a vraiment ces valeurs de bienveillance, se sentir utile, faire lien, faire communauté, se sentir connecté. Au-delà de la solidarité, il y a aussi la notion de justice. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que je dépasse déjà mon temps. La situation a mis en valeur des inégalités, en fait, a mis en lumière des inégalités. Et donc, il y a la valeur de la justice, notamment de la justice sociale. On l'a vu notamment avec la manifestation de Black Lives Matter, qui, malgré le confinement et malgré les restrictions, a vraiment mobilisé beaucoup de gens. Dans les valeurs aussi, on a cet appel très présent à la créativité et la réinvention. Donc la réinvention, inventer de nouveaux récits, créer de nouvelles habitudes, comment inventer le monde d'après. Donc il y a eu beaucoup de think tanks, de zones de réflexion, de plans de relance qui ont été élaborés.
Et enfin, dernière valeur, c'est l'autonomie. Et c'est une valeur qui, pour moi, est très importante. Donc, c'est la capacité à être responsable de soi-même. Donc, la fragilité du système a questionné nos dépendances. Ce lockdown a questionné nos dépendances. Et donc, ça questionne aussi notre résilience, notre capacité d'adaptabilité et cette possibilité de construire ce monde d'après. Et donc là, on a vu aussi beaucoup de choses qui émergeaient, beaucoup d'initiatives qui émergeaient dans cette notion d'autonomie, que ce soit la résurgence des potagers collectifs ou individuels, des tutos en ce sens-là. Et donc, si je devais résumer juste toutes ces valeurs, pour moi, elles convergent. Et Florence, tu l'as dit, je suis permacultrice. Et ces valeurs, en fait, convergent vers le soin et la responsabilité. Donc, c'est prendre soin d'eux et être responsable d'eux, individuellement et collectivement. Et en fait, ça répond vraiment, ça rentre vraiment en résonance avec les éthiques de la permaculture, qui ne sont pas la permaculture, c'est pas juste une technique de travail de la terre, mais c'est vraiment une philosophie en tant que telle. Et les 3 éthiques sont prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, et donc moi je regroupe ça en prendre soin du vivant de manière générale, et le partage équitable des ressources. Et donc on a cette idée de responsabilité par rapport à nos actions et de justice également. Merci Marie. Donc je vais peut-être te demander, Marie, je me permets de te tutoyer comme finalement on se connaît quand même depuis assez longtemps. Donc est-ce que pour motiver un peu nos participants, nos spectateurs à remplir le sondage des valeurs pour connaître un peu leurs valeurs, est-ce que toi tu peux nous dire, on a déjà senti quelques valeurs en t'écoutant, mais qu'est-ce qui t'anime toi Marie, c'est quoi tes valeurs ? Mais donc, ce sont déjà les valeurs de la permaculture, celles que je viens de partager, le fait de prendre soin et la responsabilité. C'est le respect du vivant dans sa globalité, donc c'est l'humain et le non-humain également, le respect de manière générale, l'équité et l'humilité. Okay. L'humilité, je pense que c'est une valeur qui est aussi importante dans notre société et qui n'est pas souvent très valorisée. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce partage, Marie. Donc, n'hésitez pas, hein, le sondage est toujours présent dans le chat, donc remplissez-le. Et si votre valeur ne fait pas partie du sondage, indiquez-la. C'est chouette aussi de pouvoir partager ça. Alors, on va passer donc à notre 3e invité qui est Guillaume. Donc, finalement, Guillaume, je vais te poser la même question. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qui s'est passé donc dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine économique? Donc, quel est ton regard sur cette situation exceptionnelle? Quelles sont les initiatives qui ont vu le jour? Et finalement, pourquoi est-ce qu'elles ont vu le jour? Voilà, bonjour Guillaume. Bonjour, écoutez, alors d'abord je suis ravi d'être là, j'aimerais boucler avec ce qu'a dit Marie à l'instant, qui me semble tout à fait intéressant sur les valeurs. Moi je peux vous parler d'entreprise, je peux vous parler d'économie, mais uniquement dans la sphère qui est la mienne, c'est-à-dire celle du Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement qui est un petit peu à part dans le monde économique. Pour la raison simple, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui est bâti sur des valeurs assez fortes. Et donc, c'est là où on en revient à l'aspect valeurs, qui sont la solidarité, c'est donner autant que recevoir, c'est la responsabilité pour laisser un monde plus juste à nos enfants, c'est la loyauté les uns vis-à-vis des autres, et c'est le respect de la dignité humaine. Donc voilà, au niveau des valeurs, on est plutôt bien fourni au CJD. Et alors, ce qui s'est passé pendant cette période-là, essentiellement dans notre réseau, mais de façon plus générale, effectivement, c'est une période particulièrement complexe où le télétravail s'est beaucoup développé de façon brutale et donc assez peu organisée. L'entrepreneur, finalement, est une personne qui est de façon assez courante, nous gérons l'incertitude. En fait, on a une incertitude permanente dans une entreprise, donc c'était une incertitude de plus qu'il a fallu gérer. Des secteurs entiers, en fait, n'ont pas pu continuer leur activité. Je pense à l'ORECA, je pense à la culture, je pense à l'événementiel, des secteurs entiers comme ça.
se pose d'ailleurs un problème de démocratie parce que on a pu constater que dès qu'un pouvoir non démocratique se met en place, la première chose qu'il fait, c'est de couper les subventions à la culture. Donc la culture est extrêmement importante, c'est un secteur extrêmement important pour le vivre ensemble et pour la démocratie. Et donc le fait que la culture ait particulièrement été touchée par la crise, nous inquiète énormément en termes de démocratie. Voilà, on a effectivement, les salariés ont répondu massivement présents au télétravail, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce qu'en réalité, c'est un espèce de sursaut collectif qui s'est passé. C'est un sentiment d'urgence qui a habité l'ensemble du monde économique. Et du coup, tout le monde a rempli son rôle de façon exceptionnelle. Ça, c'est très, très clair. Maintenant, on ne peut pas pérenniser ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai. Il faut le repenser, il faut le réimaginer. Et c'est ce sur quoi nous, on travaille au CJD actuellement, c'est de voir un petit peu quel est le monde de l'entreprise de demain et comment on va faire. Parce qu'on est dans une situation où, comme le disait fort justement Marie, ça est venu interroger la fragilité de nos systèmes. Nos systèmes sont hyper interdépendants. Et il suffit effectivement que quelqu'un éternue à Wuhan pour que le monde entier s'enrhume. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement inquiétant. Donc, un certain nombre d'études ont été faites auprès des TPE, PME, qui sont plutôt les entreprises au cœur de notre activité au CJD. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Il ressort que les entrepreneurs souhaitent activement développer la transition numérique. Donc ça, c'est une première chose qui semble relativement évidente vis-à-vis du télétravail. Ce n'est pas évidemment le cas pour toutes les entreprises et pour tous les secteurs. La deuxième chose, c'est que la préoccupation environnementale et écologique est vraiment passée en deuxième position. Donc là, on est sur des 60-70% d'entreprises qui souhaitent s'inscrire et développer davantage leur impact sur le monde, en fait, environnement, et surtout l'ancrage local et territorial des entreprises qui, de nouveau, ressort énormément dans les sondages qu'on peut faire au niveau de nos membres. Et c'est la prise en compte de l'avis des entreprises dans les projets des collectivités locales, c'est l'adhésion à des réseaux d'entreprises, ce qui nous intéresse évidemment particulièrement, le CJD, et en dernier lieu, c'est la mutualisation et la relation interentreprise sur le local, donc de façon à faire ressortir le consommé local, le produire local, et donc avoir des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus proches du citoyen. Alors, je n'hésite pas au plaisir de vous lire, et donc ça, je vais le citer, un petit billet qui est paru dans la presse et qui disait 3 choses qui me semblent très vraies. Le confinement aura démontré 3 choses. 1. Notre économie s'effondre dès qu'elle cesse de vendre des trucs inutiles à des gens surendettés. 2. Il est parfaitement possible de réduire fortement la pollution. 3. Les personnes les moins bien payées du pays sont les plus essentielles à son fonctionnement. Je pense que voilà, ça résume assez bien mon sentiment sur cette crise. Et au niveau des initiatives, les entreprises ont, de façon générale, et ça a été dit avant par Barbara et par Marie, on a vu des gens qui faisaient du plastique se mettre à faire des visières, on a vu des cotisations solidaires d'entrepreneurs pour livrer des masques aux soignants, etc., etc. Donc là, tout le monde a répondu présent. Et ça, c'est particulièrement soulageant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais pas, ouais, j'ai encore le temps. Sinon, nous avons encore... on pourrait parler de croissance économique rapidement. Les entreprises, en fait... Vas-y, je t'en prie. Si tu as encore un peu de temps, tu peux y aller.
Alors, on peut parler croissance économique. Aujourd'hui, le bureau du plan nous annonce une récession de 10,6% pour l'année 2020. Et nous annonce fièrement un rebond de l'économie de 8% en 2021. Très honnêtement, tout ça, c'est relativement peu fiable. La récession, elle est là. Et toute la question, c'est de savoir si on peut vivre mieux avec moins. Et donc, la sobriété, ça va être aussi dans le chef des entreprises de se poser la question de la manière dont on envisage une société plus sobre en énergie, en consommation d'énergie, plus sobre en consommation tout court. Et si on arrive à faire quand même en sorte que les gens vivent en adéquation avec leurs valeurs et de façon honnête, on va dire. Voilà. Ok. Merci beaucoup Guillaume. Donc c'est super intéressant et ça nous amène finalement à la question suivante. Mais juste avant, je vais juste dire qu'on clôture ici le petit sondage, mais n'hésitez pas à poser des questions pendant les interventions. Donc si vous avez des questions par rapport à ce qui est dit ou quoi, écrivez-les dans le chat. Comme ça, on aura le temps d'aller les rechercher pour le moment questions-réponses. Donc allez-y, n'hésitez pas à communiquer sur le chat. Alors donc comme Guillaume vient d'aborder cette question de finalement comment on fait pour réfléchir à cette consommation autrement, etc. Donc cette question du comment, elle se pose et je reviens vers Barbara, vers Marie et vers Guillaume avec la suite, donc toutes ces initiatives. Et je vous invite aussi, j'invite les invités, si vous avez des liens avec des initiatives qui ont été créées, n'hésitez pas à mettre ces liens aussi dans le chat pour partager avec nos spectateurs et parce que c'est toujours intéressant aussi. Et la technique va aussi mettre quelques liens d'articles que j'avais relevés tout à l'heure. Mais donc comme ça, vous pouvez alimenter un peu et voir toutes les initiatives qui ont vu le jour et qui continuent. Et donc ces initiatives justement qui avaient du sens et qui répondaient à des besoins du moment face donc à cette situation exceptionnelle, elles ont été fondées, on l'a entendu, sur des valeurs fortes, des valeurs importantes. Elles répondent vraiment à ces besoins fondamentaux. Et comment est-ce qu'elles peuvent se poursuivre maintenant que la vie finalement recommence? Comment est-ce que on peut faire évoluer et comment on doit s'y prendre, quel équilibre on doit trouver. C'est vrai que la vie reprend et donc comment on fait pour continuer à laisser ces valeurs au centre de nos projets, quelles sont les perspectives pour demain et comment maintenir cette recherche de sens au centre de nos actions, que ce soit nos actions individuelles, nos actions citoyennes ou nos actions professionnelles. Alors donc Barbara, si tu es toujours là, je t'invite à répondre la première à cette question, donc plus dans le domaine individuel. Ouais. Je voulais faire un lien avec ce que j'ai entendu de Marie et Guillaume parce qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes qui sont à prendre à titre individuel dans cette partie-là. Donc on a parlé qu'il y a eu un moment, un sentiment d'urgence, mais j'aimais beaucoup l'image de Marie qui à un moment, il faut pouvoir prendre le temps avant d'agir et se poser et prendre le temps avant d'agir. J'ai bien aimé, comme les deux intervenants, on peut assez facilement se connecter à leurs valeurs personnelles qui sont fortes et qu'ils utilisent dans leur vie professionnelle. Ça prouve que c'est vraiment important de bien se connaître et de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, pour faire comme Guillaume le mentionnait, pour vivre en adéquation avec vos valeurs. Et donc, le message que moi, j'avais envie de partager avec vous, c'est que l'enjeu, c'est vraiment de ne pas aller trop vite et de ne pas vous précipiter trop vite dans un retour à la vie telle qu'elle était avant. Il y a plein de choses qui se sont passées pendant cette période-là, des choses difficiles, des choses qui étaient peut-être des agréables surprises, des découvertes, des actions de solidarité. Et c'est maintenant, c'est vraiment le bon moment de se poser, de se dire
mais là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de garder et que j'ai envie d'ancrer dans ma vie de demain quand tout aura repris, la normalité aura repris? Et aussi, qu'est-ce qui a disparu pendant cette période-là et qui, en fait, qui était un peu inutile? Donc, j'avais pas vraiment besoin, qui correspondait pas à mes valeurs clés. Mais il y a que vous-même qui pouvez répondre à cette question-là. Et en fait, si on prend pas le temps de se poser cette question-là maintenant, on va retomber très vite dans les habitudes d'avant et on se sera même pas rendu compte que les bonnes habitudes qu'on avait prises, on les a perdues. Si je prends moi à titre personnel, pendant la période, j'allais tous les jours me balader avec ma fille et je me disais, mais c'est chouette, ça prend pas longtemps, c'est vraiment un moment agréable. Et en fait, je réalise qu'on est 2 mois plus tard et je le fais plus systématiquement en tout cas, alors que je m'étais dit que je voulais continuer à le faire. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous dire, mais c'est quoi que je veux garder? Et alors, avec les anciennes habitudes qu'on peut perdre, je rebondis sur ce que Guillaume disait aussi, hein, on doit être peut-être capable de vivre mieux avec moins. Et comment on fait pour vivre mieux avec moins? Eh bien, on se connecte à ce qui est important pour vous. C'est quoi la valeur la plus importante pour vous? Et assurez-vous que tout votre quotidien est orienté là autour. Et donc voilà, pour partager quelque chose avec vous de très pratique ce matin, j'essaye d'aller à la page de... voilà. Mais moi, je ne le vois plus. C'est un enjeu la technologie ce matin. L'agilité fait partie des nouvelles valeurs. Et donc, je suis dans un endroit où il n'y a pas de réseau Wi-Fi. Et donc, vous voyez à l'écran le... Oui, hein, vous le voyez. Pour faire le bilan, en fait, donc c'est de vous dire, en fait, qu'est-ce que j'ai continué à faire malgré la situation? C'est quoi dans ma vie qui a continué malgré la situation? Qu'est-ce que tout à coup j'ai arrêté de faire? En fait, parce qu'il y a eu le confinement, j'ai plus pu le faire, ça a été terminé, j'ai plus pu sortir, voir certaines personnes. Qu'est-ce que j'ai été obligée d'arrêter de faire? Et qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Et c'est vraiment remplir ces 3 colonnes pour prendre le temps de s'arrêter. Et puis pour chacune des colonnes, de se poser la question: est-ce que c'est utile pour mon futur par rapport aux valeurs et par rapport aux choses auxquelles je crois? Et donc, si c'est le cas, c'est des choses que vous devez garder, voire même renforcer dans votre vie de demain. Et si c'est des choses en fait que vous dites c'est inutile pour le futur, tout simplement, il faut arrêter de les faire. Il faut arrêter de les faire pour être plus connecté avec qui vous êtes et avec ce qui est important pour vous, ce qui fait sens par rapport à vous. Mais le message que moi j'avais vraiment envie de partager, c'est si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, vous risquez de passer à côté de ça. Ok, merci beaucoup Barbara. En fait, c'est un outil très très chouette. Donc, tout en le présentant, je le faisais pour moi-même. Et donc, c'est vrai, tu as raison. On a tendance à retomber rapidement dans ces mauvaises habitudes. Et pourtant, quand tout s'est arrêté, on avait pris des bonnes résolutions. Et donc, si je partage avec vous intimement mes bonnes résolutions, j'avais aussi décidé de prendre plus le temps, de partager plus de moments avec les gens que j'aime, etc. Et donc c'est vraiment essentiel. Et ce tableau, cet exercice me rappelle que voilà, je dois m'y tenir parce que finalement ça m'anime, ça me fait du bien et c'est important. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. C'est très chouette. Merci Barbara. Et donc on va passer à Marie. Donc Marie, si tu es toujours là, je te pose donc la même question. Ces initiatives finalement que tu as partagées avec nous, elles ont du sens et comment on fait pour qu'elles se poursuivent, comment on les fait évoluer, comment on s'y prend et quel est ton regard finalement pour le futur par rapport à tout ça? J'avais d'abord envie de rebondir sur l'outil que Barbara vient de présenter parce qu'effectivement, il me semble hyper pertinent et ça m'a tout de suite fait penser, si vous avez envie de faire l'exercice à un niveau un peu plus sociétal aussi, Bruno Latour, en fait un sociologue français, a vraiment mis en place un questionnaire qui pose un petit peu les mêmes questions, qui pose la question de nos dépendances. De nos dépendances en fait sur
nos territoires, ce à quoi on est dépendant, ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder, et quelles sont les conséquences de ce qu'on ne garde pas, par exemple, pour les différentes sociétés, enfin pour les différents pans de la société, les travailleurs de ces secteurs, etc. Donc c'est un exercice très très complexe, mais hyper riche personnellement, et aussi par rapport à notre action, par rapport à la société. Si on veut s'engager par rapport à ça, on peut se poser ces questions. J'ai justement fait hier soir un atelier, participé à un atelier que soutenait Time to Breathe, du collectif Terrestre, qui est né, c'est un collectif qui est né pendant le confinement et qui veut justement diffuser en fait ces méthodes de réflexion de Bruno Latour. Et donc, ils sont en train de mettre en place une méthodologie, un parcours en fait pour nous aider à nous poser ces questions-là, et à ce que ces questions en fait nous aident à orienter nos actions. Pour revenir sur la question, effectivement, éviter le retour en arrière, le business as usual, c'est vraiment un vrai défi maintenant, parce qu'on est sorti du confinement, enfin en tout cas on est en train d'en sortir, qu'on retrouve petit à petit nos vieilles habitudes, qu'on revient dans des choses qui sont peut-être un peu plus rassurantes, et le risque est grand que tout ça reste en fait comme une belle parenthèse, en se disant c'était super, hein, voilà, j'ai pris conscience mais après j'ai plus le temps, j'ai machin, tout ça. C'est la même chose pour les collectifs et les initiatives qui sont nées pendant ce confinement. Et il est important en fait de pouvoir effectivement capitaliser, alors je n'aime pas ce mot-là, mais de pouvoir en tout cas travailler sur ces initiatives, sur ces premiers pas qui ont été effectués. Et j'ai envie de proposer deux réflexions, une réflexion qui est en interne de ces initiatives, et une réflexion qui est en externe, donc ces initiatives par rapport à l'extérieur, par rapport à leur bordure. Alors en interne, je crois qu'un des grands défis des initiatives citoyennes, souvent quand elles sont spontanées, quand elles sont nées dans des situations complexes comme celle-ci, et quand elles sont nées dans l'urgence et qu'elles sont bénévoles, c'est de trouver leur propre résilience. Et donc pour trouver sa propre résilience, il faut tenir compte en fait du fait que le fonctionnement qui était celui du confinement ne sera pas forcément le même que le fonctionnement que ce fonctionnement devra nécessairement évoluer, peut-être avec d'autres personnes, donc les personnes qui se sont investies durant le confinement seront peut-être pas les mêmes que celles qui pourront s'investir pour la suite. Donc il faut accepter qu'on puisse avoir une organisation vivante qui s'adapte aux différentes situations et qui reste pas bloquée sur quelque chose. Et puis, j'ai envie d'appuyer vraiment sur le thème d'aujourd'hui, qui est l'importance de la construction des projets sur un partage de valeurs, sur une vision mobilisatrice et sur une raison d'être qui reste pertinente. C'est-à-dire que le partage de valeurs, les mouvements se mobilisent très souvent les mouvements citoyens se mobilisent très souvent autour de valeurs fortes, mais qui sont rarement exprimées en tant que telles, ou en tout cas partagées. Donc il est important au sein des groupes en fait de faire entrer en résonance les valeurs individuelles et les valeurs collectives, les valeurs du projet et les valeurs des équipes qui les portent, par le fait de l'expression de ces valeurs, le croisement, la réflexion autour de ces valeurs. Qu'est-ce qui nous mobilise? Pourquoi on est là? La vision, donc les valeurs, c'est pas suffisant en fait pour faire bouger et maintenir la mobilisation des participants. Mais comme le disait Barbara tout à l'heure, il y avait cette citation de Sénèque, donc il n'existe pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. C'est pareil pour les collectifs aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une vision mobilisatrice. On a besoin de savoir où on va tous ensemble. Et donc cette vision, elle doit être aussi partagée, co-construite, imaginée ensemble. Il y a des techniques pour ça, c'est possible de le faire. Et enfin, tout ça doit être en lien avec une raison d'être qui est en fait ce point de contact entre l'élan citoyen et les nécessités de la société, donc la situation actuelle. Donc c'est qu'il y ait une importance qui doit être accordée dans la cohérence entre l'intention et l'action, une
une importance de se mobiliser autour d'un besoin qui fait sens dans la société et qui fait toujours sens, parce qu'il y a des besoins qui ont existé peut-être pendant le confinement qui devront être repensés ou évoluer ensuite après le confinement. Et puis aussi accepter que certaines initiatives avaient leur raison d'être dans le confinement et puis voilà, elles peuvent disparaître également. La deuxième chose en interne que j'avais envie de souligner, c'est l'importance de se structurer, mais pas trop. Donc souvent les organisations citoyennes ou les mouvements citoyens fonctionnent de manière assez organique. Mais c'est important de penser au fonctionnement, de penser à qu'est-ce qui rétribue, par exemple. Donc souvent c'est bénévole, mais les rétributions ne sont pas forcément financières. Elles peuvent être aussi en termes de valeurs, de mobilisation, d'action, de reconnaissance, d'apprentissage, de découverte. Toutes ces richesses sont là dans ces mouvements citoyens. C'est important de prendre le temps en fait d'avoir un peu une métavision de comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on veut fonctionner, comment est-ce qu'on continue à fonctionner. Et enfin, organiser la mémoire et les traces. Donc on a vécu une période exceptionnelle et c'est important de garder des traces de ça d'une façon ou d'une autre en interne pour pouvoir, comme je disais, s'enrichir de ce qu'on a vécu et pouvoir apprendre des efforts qui ont été soutenus. Et puis enfin en externe, donc tout ça c'était un petit peu en interne dans les organisations même. En externe, c'est vraiment utiliser la bordure. Donc toute la question est de savoir comment on garde l'énergie en fait de ces périodes d'urgence et comment on peut les faire perdurer sur le long terme. L'énergie, elle se retrouve en interne sur ces valeurs, cette vision dont je viens de parler, mais aussi en externe, par les échanges. En permaculture, c'est ce qu'on appelle la bordure. L'effet bordure, en fait, c'est par exemple l'oreille du bois qui est en bordure entre le bois et l'extérieur. C'est la zone qui va être la plus riche en termes de biodiversité parce qu'elle va avoir des espèces qui viennent à la fois du milieu forestier et à la fois du milieu ouvert de l'extérieur. Donc ces zones de bordure sont les plus riches. C'est là que l'énergie se trouve. Donc les mouvements citoyens ont tout intérêt à se connecter les uns aux autres, à échanger, à s'enrichir, à se décloisonner, si possible pas rester entre militants, si possible pas rester dans un seul secteur, vraiment aller voir le milieu de l'entreprise, aller voir le milieu culturel, aller vraiment décloisonner l'ensemble des secteurs. Et pour créer des nouvelles énergies et pour créer des nouvelles synergies aussi. C'est comme ça qu'on enrichit aussi les mouvements. Et enfin, il est important aussi, je pense, dans une perspective externe, voire sociétale, de connecter, d'enrichir les écosystèmes, de prendre conscience de nos écosystèmes, là où on se trouve, de les enrichir. Donc la diversité fait vraiment partie de l'enrichissement des mouvements citoyens et de les connecter, les écosystèmes, les uns aux autres. Donc l'idée, c'est un petit peu l'idée du colibri, c'est l'idée de faire sa part, mais c'est l'idée de connecter les colibris, de créer des archipels, de connecter les initiatives pour faire vraiment monter cette action citoyenne, ce sens commun citoyen autour des valeurs qui ont été bien ancrées au départ. Voilà, donc si j'avais envie de donner une perspective pour demain, je crois qu'on est dans des temps houleux. On le dit beaucoup, le confinement dû à la crise du Covid, à la crise sanitaire est probablement un prémisse, un événement en fait de plusieurs événements qui vont avoir lieu dû au changement climatique, à d'autres événements sociaux, aux crises sociales, économiques, etc. Et donc il y a urgence d'agir, mais il y a urgence, comme le disait Barbara, de continuer à prendre du temps pour infuser, pour respirer, pour ressentir nos connexions, pour conscientiser. Donc il s'agit vraiment de prendre conscience de nos liens, de prendre conscience de notre responsabilité individuelle et collective et de prendre conscience et confiance en notre capacité d'action. Donc voilà, pour moi, c'est une des premières réponses, c'est vraiment de continuer à créer
à maintenir, à renforcer et à prendre soin, le soin. Prendre soin de nos liens là où on est, faire et vivre ensemble, entre humains, dans nos quartiers, avec tous et avec le vivant, tout ce qui est non humain aussi. Donc on revient à la fameuse éthique de la permaculture. J'en suis convaincue. Merci beaucoup Marie. Est-ce que tu peux mettre dans le chat des liens justement par rapport à ce que tu as expliqué, l'effet de la bordure, etc., pour qu'on puisse aller voir un petit peu plus en quoi ça consiste. En tout cas, moi ça m'a fortement intéressée, donc je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc n'hésite pas à mettre 2-3 liens dans le chat, ça peut être intéressant. Et effectivement, je pense que aujourd'hui, quand tu dis on doit connecter les initiatives et les faire remonter collectivement, je crois que voilà, c'est un début. Si on découvre déjà, on explore tout ce qui se passe autour de nous, avec justement des personnes comme vous, on a cette lumière sur tous ces projets. Je pense qu'on commence cette connexion et c'est intéressant de les partager. Donc voilà. Merci beaucoup Marie en tout cas. On va poursuivre par Guillaume. Guillaume, est-ce que tu nous entends toujours? Oui. Oui. Donc voilà, tu as la même question. Vas-y. Je peux qu'être tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit évidemment précédemment, avec ce qu'a dit Marie et Barbara. Je voudrais tordre le cou à un concept. Sur le monde de l'entreprise, qui est que l'entreprise doit faire des bénéfices. Mais on va faire un peu d'étymologie. Qu'est-ce que c'est que le bénéfice? En fait, le bénéfice, ça vient du latin beneficium, et qui est constitué de bene et facere, et c'est faire le bien. Et en fait, l'entreprise, elle n'est pas là juste pour gagner de l'argent, elle est là pour s'inscrire dans la participation au bien commun. Et je pense que le bien commun, ça va être l'élément essentiel de la société de demain. C'est-à-dire que si on ne pense pas au bien commun, on va passer à côté de la transition écologique, sociale et solidaire que au CJD on appelle de nos voeux. On a aujourd'hui 2 périodes de temps qui se présentent devant nous en tant qu'entrepreneurs. C'est le temps de l'urgence, le temps court, et le temps long. Le temps de l'urgence, c'est le temps du paiement des factures, c'est le temps du paiement des charges, c'est le temps de l'aide de l'État qui est là, qui est présent, malgré qu'une vingtaine de % des entreprises ne sont éligibles à aucune aide de l'État. Donc ça, c'est particulièrement angoissant pour les entrepreneurs. On a mis au point des gestes barrières pour l'économie au CJD qui sont honorer ses factures, qui sont communiquées avec ses parties prenantes, ses clients et ses fournisseurs, et reporter des commandes plutôt que les annuler. Donc déjà, si l'ensemble des entreprises adoptent ces gestes barrières, on va aller beaucoup mieux. Mais le principal, c'est le temps long, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps du sens de l'entreprise. Aujourd'hui, les entrepreneurs doivent se poser la question de la manière dont leur business participe au bien commun, c'est-à-dire participe. Je reprendrai l'exemple de la donut economy qui est Amsterdam, entre autres, utilise ce concept-là pour sa relance économique, c'est-à-dire qu'au centre, on a les besoins fondamentaux des individus. En bordure extérieure, et là on revient sur le concept de bordure, et on a ce que la planète les limites de la planète, et que finalement l'économie doit se situer entre la satisfaction des besoins fondamentaux des individus et les ressources que la planète peut nous offrir. Si on dépasse les ressources de la planète ou si on ne répond pas aux besoins fondamentaux des individus, on va tout à fait dans le mur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au CJD, on met en place un certain nombre de choses qui sont entre autres les bilans carbone des entreprises pour que les entrepreneurs prennent conscience.
du poids en fait que leur activité fait peser sur le vivant, sur l'environnement, sur la planète. Et on essaie de mettre en place aussi des véritables outils qui sont des boussoles pour les entreprises, de façon à ce que les entrepreneurs, avec leurs parties prenantes, leurs employés, leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs, travaillent vraiment sur le sens profond de leur activité et puissent, grâce à la boussole, ne pas perdre le cap. L'entreprise, c'est pas un entrepreneur, c'est pas un chef d'entreprise, c'est un collectif, c'est de la diversité et c'est l'intelligence collective qui va nous permettre finalement de nous sortir d'une situation qui aujourd'hui peut paraître extrêmement complexe et sombre, mais en réalité, une menace peut devenir une opportunité. Après, à nous de faire en sorte que ça le soit. Voilà, je ne vais pas faire plus long de façon à pas nous mettre en retard, mais c'était à peu près tout ce que je voulais ajouter. Quand c'est intéressant, c'est pas grave si on est en retard. Ok, merci Guillaume. En fait, justement, quand on a préparé le webinaire, on avait eu une conversation avec toi, Guillaume. Et si je me souviens bien, tu m'avais parlé du laboratoire d'idées. En fait, oui, le CJD en fait se comporte comme un laboratoire d'idées, c'est-à-dire que une de nos marques de fabrique finalement, c'est l'expérimentation. On met les entreprises en réseau, on met les entrepreneurs en réseau, et chacun fait part de ses expériences, permet aux autres de profiter des expériences qu'il a menées, et on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que ensemble on va plus loin, même si tout seul on va plus vite, en quelque sorte. Ok. Merci pour la précision. Alors je vais appeler la technique. En fait, on va passer au moment de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Est-ce que la technique m'entend? Oui, Florence, bonjour, Amélie, à l'appareil, au micro. Alors, on a plusieurs réactions qui ont été faites pendant les interventions. Alors on a Laurent Christine qui dit qu'il est bien d'accord avec toi, Florence, et qui dit également « Nos valeurs personnelles ne sont pas forcément compatibles avec l'économie actuelle ». Alors peut-être que Guillaume a une réaction par rapport à ça. Donc je répète, nos valeurs personnelles ne sont pas forcément compatibles avec l'économie actuelle. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça, c'est une très très bonne question. La chose que je dis souvent aux gens qui parlent avec moi pour trouver du travail, par exemple, c'est qu'il ne sert à rien de postuler dans les entreprises dont on ne partage pas les valeurs, parce qu'on y sera malheureux et qu'on n'y apportera rien, et qu'il faut aller chercher, il faut mettre ses valeurs personnelles en avant de façon à être recruté uniquement pour ce qu'on est et pas ce qu'on apparaît être. Donc l'économie, c'est à chacun de la changer. Comme je disais tout à l'heure, l'économie, c'est pas un chef d'entreprise, l'économie, c'est un collectif. C'est des employés, c'est des salariés, c'est des clients. En tant que citoyen, on a la possibilité, par nos achats, par des achats responsables, de faire changer l'économie. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui nous déplaisent, il suffit de ne pas les acheter et de convaincre les uns et les autres de ne pas les acheter, et l'économie changera. Merci beaucoup Guillaume. Une petite intervention aussi concernant Marie. Alors c'est Delzen Virginie qui demande doit-on rester confiant en l'avenir quand le fait de faire le colibri peut être mal vu dans certains milieux économiques? Donc c'est un petit peu aussi par rapport à l'économie. Ou alors doit-on abandonner totalement l'ancienne économie et devenir marginal? Marie, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'en fait, tout ça est un chemin et que le principe du colibri, c'est de faire sa part, alors que en fait, la forêt brûle.
Donc il y a urgence à avoir une solution globale, il y a urgence à changer de modèle. Et quand on est Colibri, on peut parfois effectivement trouver que ça va servir à rien, on peut être découragé, on peut parfois s'épuiser en fait là-dedans. Donc l'important, je pense, c'est de prendre le temps de ressentir, donc de prendre soin de soi. Donc ça c'est un petit peu, si j'ai envie d'utiliser une image, c'est vraiment l'idée de la goutte d'eau. Donc c'est vraiment le centre, c'est aussi c'est soi, c'est les besoins fondamentaux des personnes. C'est aussi la théorie du donut fonctionne là-dessus aussi. Donc c'est soi. Et puis vraiment fonctionner par onde. Et après soi, c'est vraiment l'idée de se connecter, donc de faire son action en fonction de ses valeurs et puis de se connecter aux autres. Et c'est à ce moment-là, dans l'intelligence collective, dans la connexion avec d'autres initiatives, dans la connexion avec d'autres choses, qu'on trouve l'énergie d'agir collectivement, qu'on trouve le sens commun. Et puis petit à petit, par onde, en fait, on finit par créer des vrais changements. Et cette période-ci a été un accélérateur de changement parce qu'il a permis en fait à cette prise de conscience personnelle de trouver des résonances assez rapidement dans des initiatives collectives. Donc voilà, je pense qu'on peut être marginal. Toutes les situations existent et ça dépend vraiment du respect de nos besoins fondamentaux. Mais en tout cas, moi, j'ai une confiance vraiment absolue dans le fait que de proche en proche, en fait, d'archipel en archipel, la société est en train de changer et j'espère dans le bon sens. En tout cas, j'en suis convaincue. Marie, merci beaucoup. Alors, encore une autre intervention. Alors ce sera pour Barbara et c'est la sœur de Florence qui nous a envoyé un petit message. Alors, faire correspondre nos valeurs individuelles avec les valeurs de nos employeurs n'est pas forcément facile ni possible. Comment leur faire entendre que l'organisation du travail durant la période Covid devrait se prolonger? Barbara, quel est ton avis? On l'entend pas. Barbara. Voilà. Ah, là, voilà, super, ouais. Parfait, merci. Donc, c'est une excellente question que j'entends vraiment souvent. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'au niveau des employeurs, aujourd'hui, eux-mêmes se posent la question, c'est quoi les valeurs de l'organisation? Puisqu'une organisation n'existe pas, elle est composée de personnes. Donc, les organisations sont aussi en train d'évoluer. Et de plus en plus, il y a des dialogues à faire par rapport aux valeurs. Et quand, en tant qu'individu, on a des valeurs fortes, ça vaut la peine d'abord de les connaître, puis de les partager, et puis de se poser la question, comment est-ce que moi je pourrais utiliser ça chez mon employeur? Comment ça pourrait servir à mon employeur? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter pour aussi donner envie à l'employeur de se rendre compte quelle est la force de cette valeur-là que peut-être il n'a jamais exploré. J'écoutais ce matin ce que Marie et Guillaume, ils ont tous les deux parlé de solidarité. Et puis je me suis dit, zut, dans mon résultat, il n'y a pas le solidarité. J'ai été voir dans la liste des valeurs, la solidarité n'était pas dedans. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas pensé. Il y a des valeurs équivalentes. Je vois Marie qui me regarde. Il y a des valeurs équivalentes à la solidarité, mais ce mot-là n'est pas dedans. Donc, si vous avez des valeurs qui vous portent, ça vaut la peine d'en parler, de les apporter sur votre lieu de travail pour voir comment elles peuvent aussi influencer votre équipe directement, les processus sur lesquels vous travaillez, votre manière de travailler, les produits qui vont être proposés aux clients. Parce que moi, je suis persuadée que chacun peut impacter la manière dont fonctionne l'organisation. Merci beaucoup Barbara. Enfin, pour terminer, une petite réflexion de Cardinal Valérie. Florence, peut-être que tu pourras y réagir aussi et faire un coucou à ta sœur si tu le désires. Plus on sera nombreux ou nombreuses à être à la marge, moins on le sera. Donc c'est peut-être une conclusion par rapport aux différentes réactions sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais à mon avis, Paul va pouvoir
poursuivre cette réflexion. Je pense qu'il va l'aborder, à mon avis, dans sa conclusion. Et donc, ça va être intéressant. Et merci Valérie, que je connais aussi, donc je peux lui refaire un petit coucou également. Merci Valérie pour cette réflexion. Je vais donc laisser la parole à Paul. Donc Paul, je le disais tout à l'heure, va dynamiser tous les propos qui ont été abordés ce matin à travers le webinaire, et il va lui aussi envisager les perspectives pour demain et nous aider justement dans cette réflexion et nous apporter encore des éléments nouveaux peut-être. Donc voilà. Paul, est-ce que tu m'entends ? J'entends. Voilà. C'est votre cas aussi. Merci pour cette savonnée par Florence. Évidemment, ça ne sera pas une conclusion comme annoncé, ce sera une non-conclusion. Alors, conclure serait présomptueux, c'est toujours présomptueux de vouloir conclure, mais spécialement comme quand ici et comme maintenant, et comme on vient de l'entendre, les choses sont assez loin d'être conclues, on l'a compris. Alors, outre que mon intervention sera non conclusive, je dois aussi vous préciser qu'elle sera évidemment non concluante, car il faut bien avouer qu'ajouter au bruit du monde, ça ne va pas le rendre plus audible, alors que disons que mon apport se voudra modeste, ce sera son moindre défaut. Peut-être que finalement, que la modestie serait aussi, allez savoir, apporter au nombre des valeurs dont nous avons parlé, c'est peut-être aussi du sens à retrouver. Partons de là. Maintenant que nous savons à peu près comment aborder les conséquences de cette pandémie, soit en prenant des positions qui seraient non conclusives et non concluantes, je peux tenter de me lancer dans cet exercice de modestie. Alors vous savez, on dit souvent qu'on ne peut pas être contemporain de sa propre histoire, que nous sommes habituellement incapables de saisir le sens de ce que nous sommes en train de vivre. La survenue d'un événement nous surprend, nous trouble aussi, nous inquiète peut-être même, mais ne nous enseigne pas sur notre présent. En vérité, si nous voyons bien que quelque chose est en train de se passer, de se produire, et ce n'est pas toujours le cas, nous ne savons pas toujours trop bien quoi en faire. Pourtant, si la pandémie du coronavirus nous a certes surpris, troublés, inquiétés, elle nous a également et étonnamment permis d'être pour une fois à peu près synchrones avec ce qui nous arrive. Je pense qu'on l'a souligné dans cette conversation que nous venons d'avoir. C'est en tout cas ce qu'on peut tirer aussi, et on les a cités, des multiples appels, des tribunes, des cartes blanches, des interviews, des pamphlets qui ont parsemé le temps du confinement. Nous ne sommes pas restés inactifs pour tenter de comprendre ce qui se passait au moment où ça se passait. Pour autant, ce n'est pas véritablement, je pense, que nous ayons appris grand-chose que nous savions déjà. Nous savions déjà ce que nous ne voulions pas voir, nous savions déjà ce qui ne fonctionnait pas, nous savions déjà, sans nous l'avouer, que nous vivions dans une situation de fragilité constante. Guillaume Roux de Bézieux a parlé à propos de la pandémie d'une incertitude de plus à gérer, mais au moins je dirais que nous avons eu l'occasion d'éprouver ce que nous pressentions ou ce que nous redoutions. C'est peut-être ça, en vérité, ce qui a bougé avec le Covid-19, d'avoir eu avec notre histoire une sorte d'expérience sensible, palpable, physique. Cette expérience de proximité corporelle avec l'histoire a été et peut-être encore une occasion de rapprochement avec la catastrophe. Le Covid comme promontoire des questions du climat et de la biodiversité, pour les observer, c'est une chose qui a été évoquée ici en filigrane. La question aujourd'hui est donc de savoir si nous sommes toujours synchrones avec une histoire qui est toujours en train de se faire, car il est assez évident que ce que nous vivons maintenant, au moment où on parle, c'est une parenthèse. On a cru que la parenthèse, c'était le temps du confinement, on a dit souvent ça, nous sommes dans une parenthèse, Marie l'a rappelé tout à l'heure, mais la vraie parenthèse, je pense que c'est maintenant que nous la vivons, juste avant, que l'on puisse effectivement éprouver les conséquences que l'on pressent et que l'on attend. C'est une drôle de crise, comme on a pu parler de la drôle de guerre en 1939. Certes, il y a des escarmouches, certes, le front n'est pas calme, mais il n'est pas globalement engagé. On attend l'arme au pied. Vous pouvez aller en vacances, mais certaines zones sont déconseillées, les restaurants sont ouverts, mais la fréquentation est faible, le chômage est temporaire, mais n'en finit pas de se rallonger, etc., etc. On voit que des choses se passent, qu'elles commencent à s'installer, mais nous sommes toujours dans une période, là maintenant, aujourd'hui, où nous pouvons aussi estimer être curieusement en congé. Nous avons besoin de souffler, après c'est moins suspendu ou suroccupé, mais c'est à peu près la même chose d'être suspendu ou suroccupé. Nous avons ainsi découvert que la fatigue ne dépend pas du taux d'occupation. On peut avoir l'esprit et le corps occupés pour d'autres raisons que le travail
Il existe un burn-out aussi de l'inoccupation, et ici peut-être placer celles et ceux pour lesquels ce temps n'a été ni suspendu, ni suroccupé, mais juste invivable. Celles et ceux qui, déjà sortis des radars avant, sont restés invisibilisés pendant, le sont encore aujourd'hui. Celles et ceux dont le présent habituellement se répète chaque jour à l'identique pour trouver les moyens de passer la journée, et qui, pour l'occasion, ont été complètement avalés par ce présent répétitif. On a vu s'envoler les derniers filets de solidarité structurelle. Ils ont été en partie, on l'a dit, remplacés, c'est Florence et Marie qui ont fait allusion, par des initiatives citoyennes qui ont pallié les manques de l'État. On a beaucoup parlé du retour de l'État pendant cette crise, mais ce n'est pas vraiment l'État qui est revenu, je pense. Mais c'est celles et ceux dont on ne savait plus qu'ils en étaient les serviteurs, les commis, les soutiers, souvent les moins bien payés, les moins reconnus, comme on l'a dit. Cette société précarisée a été sauvée par ces précarisés. Il ne faudra pas l'oublier, et pourtant, je pense qu'on l'oublie déjà. La question de la centralité du travail, qui a été vraiment au cœur de ce confinement, comme l'a souligné Guillaume, est ainsi devenue beaucoup plus relative depuis quelques semaines. Les travailleuses et les travailleurs de première ligne, celles et ceux qui ont sauvé la mise au système, comme je viens de le dire, sont très vite retournés dans l'anonymat. Les héros publics des applaudissements de 20 heures ont été remplacés par les figures plus habituelles, des conseillers en communication, capables de vendre en anglais la reprise et la relance. Les couturières et les couturiers qui ont fait œuvre de volontariat pour pallier les manques de l'État s'étonnent aujourd'hui d'avoir été les dindons d'une farce bénévole. Le télétravail, qui a été longtemps considéré comme une libéralité de l'employeur, a commencé à se banaliser, et la virtualité tend à devenir une norme de communication privilégiée dans les entreprises, et par parenthèse devient aussi la norme dans l'enseignement supérieur, ce qui là est certainement plus inquiétant et questionnant, etc., etc. Barbara a insisté sur le raccourcissement du temps qui a entraîné une sorte d'accélération. Des choses qui auraient pris des années ont pris quelques semaines pour changer, a-t-elle dit. Et c'est notable, en effet, ça a pris encore moins de temps que ça pour montrer que le fameux TINA, There is no alternative, était pour le coup une fausse valeur. C'était de la monnaie de contrebande. Je pense que l'on a vu qu'il y avait une alternative, en effet, toute la question étant de savoir si nous la désirons, cette alternative. Ce n'est pas complètement certain à vivre ce que nous recommençons à vivre, c'est-à-dire dans cette répétition impossible que l'on commence à tous recommencer à vivre. On sait que ce n'est plus vivable, on sait que c'est mortifère, mais comment tout cela va-t-il résister à l'effet de réel, à l'effet de la raison, à l'effet de la responsabilité, n'est-ce pas, ces trois termes qui nous embarrassent tous les jours dans les discours politiques. C'est toute la question sur laquelle il est donc impossible de conclure. Je ne voudrais pourtant pas vous quitter sans faire une sorte d'hypothèse que j'ai envie de vous partager. Je voudrais vous parler quelques secondes de la prévention, de la précaution et de la préparation. La prévention, c'est quand on se prémunit contre quelque chose qu'on a déjà appris à connaître. La précaution, c'est quand on se prémunit de quelque chose que l'on redoute ou dont on se méfie. Et la préparation, c'est se prémunir de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est se préparer à y répondre. On a certainement besoin des trois, mais si on est exercé habituellement à reconnaître ce qu'on connaît déjà, si on commence à s'habituer aussi à prendre le temps de ne pas faire, à laisser infuser, comme a dit Marie, même si c'est en soi un combat tous les jours, très loin d'être gagné, car ça concerne aussi la façon de ne pas épuiser les hommes et les territoires, c'est une question puissamment politique. Si on connaît tout ça, on est beaucoup moins clair avec la troisième notion, celle de la préparation. Elle est beaucoup moins parlante, et c'est pourtant là qu'est le pari de l'avenir, de pouvoir préparer ce qu'on ne connaît pas. Ce que Guillaume a évoqué juste avant, c'était un peu ça. Les entrepreneurs les plus éclairés aujourd'hui savent que le travail de demain, ce n'est pas le travail qui est en pénurie aujourd'hui, mais celui qu'on ne connaît pas encore, celui qu'on doit aller chercher plutôt que de le laisser venir. Il nous faudrait un peu retrouver la manière des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire recommencer à être attentif aux indices, à cette forêt d'indices qui nous entoure, savoir pister, flairer, savoir sentir, savoir ressentir. Dans l'incertitude des temps qui viennent, et ils ne seront pas drôles, on l'a dit, la question est donc de savoir comment rester toujours contemporain de ce qui nous arrive. C'est ça le challenge, je pense, et c'est toute la modestie de mon propos d'aujourd'hui. Voilà ma conclusion non conclusive et non concluante. Merci, très belle conclusion. On voit que... je pense qu'il n'a pas fini ici.
Si, j'ai terminé. Ah voilà, c'est parce que j'ai un décalage. Je n'ai pas non terminé ma non-conclusion. Elle est finie. Merci beaucoup Paul. On sent vraiment le pro qui joue magnifiquement avec les mots. Et donc un grand merci pour cette belle conclusion qui n'en est pas une, hein, j'insiste. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire qui était vraiment très riche en informations. On va prendre le temps de tout analyser, de tout éplucher. Vous pourrez revoir ce webinaire en replay, donc un lien sera disponible et vous pourrez revoir ça à votre aise et le partager aussi si vous le souhaitez pour les personnes qui n'ont malheureusement pas pu y participer. Donc moi, je voulais vraiment remercier les invités, Barbara, Marie, Guillaume, Paul. C'est vraiment très chouette, c'était super intéressant et je suis ravie d'avoir pu échanger et préparer ça avec vous. Je voulais aussi remercier l'équipe technique parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se met en place pour organiser ce webinaire et cet événement virtuel, mais il y a énormément de ressources et il faut un boulot magnifique et super pro, et donc un grand merci à eux parce que c'est vraiment top. Et je voulais aussi remercier évidemment les spectateurs parce que voilà, ils ont bien réagi et c'est toujours chouette qu'il y ait des gens qui nous écoutent, donc voilà. Ok, mais moi j'ai envie de clôturer donc ce webinaire en vous disant, en reprenant un peu ce que Marie disait, prenez soin de vous, et prendre soin de soi, c'est effectivement suivre ses valeurs, donc déjà pouvoir les identifier ce qui vous anime, votre raison d'être, ce que vous avez vraiment besoin, que ces valeurs soient votre moteur finalement dans tous vos projets, et essayez de pouvoir les mettre au service de votre vie professionnelle, de pouvoir les décliner, de voir comment vous pouvez les mettre en place. Et vraiment, je pense que c'est un bon début. Et connectez-vous à d'autres, connectez-vous à des gens qui ont les mêmes valeurs que vous pour pouvoir changer les choses et évoluer. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. N'oubliez pas nos prochains rendez-vous de l'été du Digital Summer. Donc Technocité, tous les jeudis, propose un événement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir.